avec le professeur Esfeld Michael, qui est professeur ordinaire à l'Université de Lausanne. Vous êtes professeur en philosophie des sciences. Vous avez écrit beaucoup de livres dans votre carrière, on voit quelques-uns ici. Vous avez également écrit des livres ces dernières années en lien avec la crise Covid. Il y a un livre qui va être publié bientôt. Vous l'avez écrit en allemand qui s'appelle Wissenschaft und Rechtsstaat unter Beschuss, ce qu'on pourrait traduire comme Science et l'état du droit sous attaque. Vous avez écrit d'autres livres. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire tous ces livres? Merci pour cette invitation, pour cet entretien. Comme vous avez mentionné au début, je suis professeur de philosophie des sciences. Donc, je ne fais que mon travail. Un philosophe des sciences a pour tâche d'examiner de manière critique des prétentions à la connaissance, quelle que soit leur source. On a fait ça dès le début, donc pensez à Socrate qui a interrogé ses compatriotes sur leur savoir du bien, etc. Donc, c'est notre travail et il y avait beaucoup de prétentions à la connaissance scientifique dans cette situation qui ont eu une influence sur la politique et sur les médias, sur le grand public, etc. Donc, il faut que des philosophes examinent si ces connaissances sont vraiment des connaissances, à savoir si elles sont vraiment justifiées ou non. Vous avez pris position publiquement pour vous. Vous n'avez pas eu de peine à parler. Vous étiez aussi dans les journaux. J'ai découvert un article, il a bien montré, avec ce titre-là, Michael Esfeld, le professeur rebelle qui embarrasse l'UNIL. Et puis ça continue ici. Pas de recadrage pour les professeurs. Constatataire de philosophe Michael Esfeld. Comment vous voyez cet article qui est écrit sur vous? Alors, vous voyez là que apparemment je suis un professeur rebelle, mais comme je dis, voilà, les philosophes examinent les prétentions à la connaissance et dans l'histoire, on connaît beaucoup de cas où ce n'était pas politiquement bienvenu et ça a eu des conséquences. On a pensé qu'on a ces situations en arrière et que aussi les médias ont compris qu'un regard critique sur ce qui se passe est bienvenu, mais apparemment ce n'est pas le cas. Mais il faut là lire que voilà, c'est quelque chose de positif, ce qu'on lit ici, que l'université tient à son immense liberté de débat. Donc, on peut voir un peu d'ironie dans la manière ce titre est formulé, mais c'est correct. L'université de Lausanne a bien montré qu'elle respecte les valeurs de liberté académique. Bien sûr, il y a une liberté de débat, et il n'y a pas de question de, ça ne parle pas à moi de juger, mais ne dites-là pas de recadrage pour le professeur contestataire. Donc, qu'est-ce qui est contestataire là-dedans? Donc, j'ai osé contredire aussi dans une émission de télévision un des médecins prominents dans ce cadre, mais je l'ai critiqué sur la base d'être en contact avec des épidémiologues de renommée mondiale. Donc là, on voit d'une manière très malheureuse qu'on joue là un argument d'autorité, comme si certains médecins, en vertu de leur statut professionnel, qui n'est pas contesté, ont un accès privilégié à des connaissances et personne d'autre n'a le droit d'examiner ces connaissances. Et ça, c'est une attitude à l'encontre de tout esprit scientifique, parce que ce qui caractérise la science, c'est que l'autorité ne doit jouer aucun rôle en science. Si un professeur ordinaire donne un cours et un étudiant pose une bonne question ou fait une objection, le professeur doit entrer en matière. Ce n'est pas
la question n'est pas qui pose la question, qui dit quelque chose, mais qu'est-ce qui est dit et sur quelle base. Et normalement, on attend d'un professeur qui dit des choses qui sont bien fondées, mais ce n'est pas garanti a priori. Donc, il faut aussi, si des professionnels, des médecins, quel que soit le domaine, font des proclamations, bien sûr, il faut les examiner de manière critique et ceux-ci devraient saluer un tel examen parce que c'est la seule manière de voir si ce qu'ils disent est vraiment fondé. Donc, c'est jamais, disons, la science, ce n'est pas un problème de faire une erreur en science. Ça devient un problème uniquement si on dit au public que ce qu'on dit là ne sont pas des hypothèses. Donc, on ne sait pas vraiment s'ils sont vrais ou non, mais c'est une vérité quasiment religieuse et tout le monde doit suivre sans mettre en cause. Alors, le moment où l'on constate que ce n'est pas une vérité, c'est embarrassant pour ces gens-là. Mais ils ont trahi alors la science. On peut dire que je suis un peu pris avec ma voix. C'est pas de Covid d'ailleurs, mais on peut dire que vous avez bien profité de votre droit de parler. Ouais, Et l'Université de Lausanne a respecté ça. ouais, Donc c'est positif. ouais. C'est ce que j'ai dit. C'est- Disons, il y a aussi des choses. Non, mais ça devrait aller de soi. Et on est quand même en Suisse. Donc en Suisse, on a une très longue tradition de démocratie. Et en Suisse, on a aussi une très longue tradition de vivre avec différentes cultures. Donc en Suisse, il n'y a pas de langue nationale. Et il y a 3 voire 4 langues. Il y a la culture latine, il y a la culture allemande, etc. Donc on doit vivre ensemble bien qu'il y ait des attitudes, des opinions, etc., différentes. Et on vit ensemble sur la base de se respecter mutuellement. Et ça inclut de respecter qu'on pose des questions, qu'on a différentes manières de voir les choses. Et l'université et les écoles et aussi les médias devraient être le lieu où l'on fait ça sur la base des arguments. Alors, si vous allez dans un café et vous discutez comme ça avec des amis, vous exprimez vos opinions, mais si vous faites ça dans un contexte public, dans une université, etc., il faut donner des arguments. Donc, l'université devrait être le lieu où l'on échange différents points de vue, mais d'une manière argumentée, où l'on doit fournir des preuves ou au moins une évidence, des données, etc., où il y a certaines règles comment on argumente, etc. Donc, un argumentum ad hominem, on dit que moi, je suis professeur, donc je sais ce qui est correct et vous êtes étudiant ou vous n'avez même pas un baccalauréat, ne compte pas, etc. Tandis que dans d'autres contextes, ça peut être admissible de jouer une carte d'autorité. Mon professeur, essayons de parler un tout petit peu de ce qui s'est passé ces dernières années. Parce que une crise est arrivée en 2020, il y avait beaucoup de peur, beaucoup de panique. Les médias ont nourri un narratif qui a déclenché beaucoup d'angoisse. Assez tôt, 6 mois plus tard, on savait qu'au fond, les chiffres de certains scientifiques ont montré que c'est une maladie plutôt pour les personnes âgées. Les jeunes en bonne santé sont rarement touchés. Il y avait des mesures prises pour protéger finalement toute la population. Ici en Suisse, beaucoup plus léger que dans d'autres pays. Donc il y avait des confinements, les fameux lockdowns. Et vous avez dit, mais au fond, je questionne certaines choses, je questionne certaines mesures. Je ne crois pas que toutes ces mesures sont des bonnes mesures. Oui, je l'ai questionné sur 2 plans. De prime abord, il y a un plan éthique et normatif qui est le plan des droits de l'homme. Donc, je n'ai pas le droit de confiner quelqu'un, de lui interdire d'exercer sa profession. Personne n'a ce droit. Le Conseil fédéral n'a pas ce droit, les gouvernements cantonaux ne l'ont pas, les autorités des écoles, des universités n'ont pas le droit d'interdire à des gens comment gérer leurs contacts sociaux.
Si on dit qu'en poursuivant le cours ordinaire de vie, il y a un danger. Donc, si vous allez dans un café ou si vous allez chez le coiffeur ou si vous allez à l'école ou si vous vous promenez dans la rue, c'est dangereux parce que vous répondez à un virus. Alors maintenant, il faut de l'évidence, il faut des données. Ça, c'est le deuxième plan. Donc, il y a un plan normatif où l'on dit on a les droits de l'homme. Maintenant, on sait qu'il peut y avoir des situations où c'est légitime et justifié de limiter ces droits de l'homme qu'on a dans des situations ordinaires parce qu'on a une situation extraordinaire. Mais maintenant, il faut des faits. Il ne faut pas uniquement des modèles qui suggèrent que si on met certaines valeurs initiales pour certains paramètres, comme la circulation d'un virus, les nombres de victimes de ce virus, on aura une prédiction d'un danger. Il faut des faits. Il n'y avait, ça c'est le deuxième plan de critique, il n'y avait jamais, à aucun moment, de tels faits. Donc même en mars 2020, on avait déjà certaines faits. Donc, par exemple, il y avait ce test, on avait testé tous les passagers d'une des bateaux, je pense que c'était Princess Diamond, quelque chose comme ça. On les avait évalués, John Ioannidis a fait ça, et il a constaté qu'il n'y a rien de dangereux, si je résume très brièvement, il n'y a rien de dangereux pour toute la population. C'est quelque chose qui représente un risque à partir d'un certain âge, donc grosso modo à partir de 70 ans, mais pas pour la population générale. On a su ça dès le début. Il y avait uniquement des modèles qui ont semé de la panique et accompagnés par certaines images, etc. Donc là, certains mécanismes de contrôle n'ont pas fonctionné. Parce qu'il n'y avait jamais eu une base pour déclarer un état extraordinaire ou un état d'urgence dans lequel il pourrait être justifié de limiter des droits de l'homme. Donc tout ça moi j'ai dit dans ce livre que vous avez mentionné au début, je dis que c'est une pandémie post-factuelle, donc parce qu'il n'y avait jamais des faits. Et ça, c'est quelque chose que l'on aurait pu savoir dès le début. Disons, il y a des situations de panique, mais le rôle de la science, mais aussi le rôle des médias et des hommes et femmes politiques devait être de ne pas s'aimer la panique, mais de garder une tête claire et de dire, OK, examinons les faits. Et maintenant, l'objection est bien sûr consiste à dire, mais il y a une telle situation d'urgence qu'on ne peut pas. Donc, beaucoup de collègues m'ont dit, mais philosophiquement, tu as raison, mais ce n'est pas la situation maintenant de discuter parce que c'est une situation extraordinaire. Mais ce qui était en jeu était juste cette question, est-ce que nous faisons vraiment face à une situation extraordinaire? Et on sait, et ça c'est quelque chose de dangereux, que dans toutes les constitutions, il y a la possibilité pour le gouvernement du pays d'imposer des mesures d'urgence qui violent les droits de l'homme dans une situation extraordinaire. Et si le gouvernement peut juger lui-même si quelque chose est une situation extraordinaire ou non, ça ouvre la porte à l'abus, bien sûr. Alors, le gouvernement peut simplement, en communiquant avec certains médias, etc., et en engageant certains scientifiques, en les mettant dans un task force, quoi que ce soit, déclarer quelque chose comme situation d'urgence. Et si le coronavirus peut être déclaré comme situation d'urgence, n'importe quelle chose peut le faire. Il n'y avait jamais eu aucun fait qui suggère qu'il y a un danger pour la population entière. Donc, le danger qu'on a là est l'abus de pouvoir des autorités du gouvernement parce qu'on voit maintenant qu'ils peuvent de manière arbitraire simplement déclarer un état d'urgence et confiner la population et violer les droits de l'homme. Et ça, c'est inadmissible. Bien que la possibilité juridique dans la Constitution de déclarer un état d'urgence a bien sûr un bon sens, mais il faut juger, c'est la faculté de jugement de juger si on a vraiment fait face à une telle situation ou non. Et là, c'est le public qui doit juger. C'est aussi les scientifiques, etc. Il faut entendre plusieurs voix. Il faut examiner pour empêcher que cet abus des pouvoirs extraordinaires. Alors, je confirme ce que vous dites, parce que dans la pratique, ayant vu des patients tous les jours, j'ai fait aussi l'expérience que
beaucoup de patients étaient sous l'emprise des médias qui ont généré une angoisse collective, une paralysie collective. Et dès qu'on a questionné cette narrative, beaucoup de patients ont le vécu comme banaliser le problème. Donc, il faut prendre au sérieux le problème. Donc, il faut reconnaître que la chose est grave. Et dès qu'on la questionne, on dit peut-être oui, mais voyez, vous, en tant que personne de 85 ans, vous rentrez dans un autre cas de figure que la personne de 24 ans. Ouais. Dès qu'on a individualisé les choses, ça a été souvent difficile à comprendre pour les gens parce qu'il y avait une forme d'influence systématique de la part des médias. Ce qui est tout à fait compréhensible vu l'intensité, la population a été confrontée au message transmis par les médias. Oui, mais alors chacun doit se poser comment est-ce qu'on peut distinguer une véritable situation d'urgence de la prétention injustifiée d'une situation d'urgence? Parce que c'est dans l'intérêt de chacun parce qu'il y a des dégâts énormes. Les confinements ont créé des dégâts énormes. Et on le voit maintenant dans la Suisse, à nouveau, ça va mieux avec l'inflation, etc. On a vu aussi en Suisse, on n'a pas vu de surmortalité en 2020 lorsqu'il y avait le virus, mais on l'a vu à partir de 2021. Donc, c'est clair, à partir de 2021, la nouvelle variable était les confinements, les vaccinations, dans les mesures politiques qui ont été prises. Donc, on voit que tout ça a créé des énormes dégâts. Et l'utilité, quand on sait, si on compare avec des pays qui n'ont pas imposé ces mesures, est zéro, parce que les pays qui ne l'ont pas imposé n'ont pas eu beaucoup plus de morts par rapport à beaucoup plus d'hospitalisation, etc., beaucoup plus de décès que les pays qui ne l'ont pas fait. Donc, on a là le groupe de contrôle. Prenons un exemple, disons, prenons juste comme exercice de pensée. Donc, supposons il y a certaines populations indigènes en Afrique, et ça n'a rien à dire sur les indigènes ou l'Afrique, qui dansent pour qu'il y ait de la pluie. Okay? Et s'il n'y a pas de la pluie, il faut danser encore de manière plus intensive. Et bien sûr, un certain jour, il y aura de la pluie. Donc, les scientifiques, les politiciens de ces tribus vont dire que c'est grâce à vous, parce que vous avez dansé d'une manière telle intensive, on a eu la pluie. Okay? Mais danser, disons, c'est une contrainte collective. Quelqu'un qui ne danse pas sera exclu, etc. Donc, c'est aussi quelque chose qui a un certain coût sur le plan économique, sur le plan psychique, etc. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut constater si danser a vraiment causé la pluie? Uniquement en cherchant d'autres peuples qui n'ont pas dansé et voir s'ils n'ont pas eu de la pluie non plus. Okay? Donc, dire que, disons, si on se met donc on est vraiment tombé et la science qu'on a eue, ou ce qui était présenté comme science dans beaucoup de médias, n'est pas meilleur que cette prétention d'une nexus causal entre danser et la pluie. On a tendance à rire de ça, mais on était exactement de la même façon. Donc, si quelqu'un dit, mais c'est une urgence, on n'a pas eu de la pluie pour des mois maintenant, il faut danser maintenant, mais vraiment, danser encore plus, et voilà, il aura de la pluie. Il y a la preuve que danser cause de la pluie. Bien sûr que non. Donc, comment est-ce qu'on peut constater si c'est vrai ou non? Il faut maintenant des scientifiques ou des philosophes ou des intellectuels qui sont critiques et disent, OK, alors il faut faire le test contrefactuel. Maintenant, on ne peut pas faire le test contrefactuel parce qu'on ne peut pas retourner en arrière. Alors, il faut trouver d'autres tribus, d'autres gens et voir s'ils n'ont pas dansé, est-ce qu'ils n'ont pas eu de pluie. Et voilà, ils ont eu de la pluie aussi. Donc, c'est la chose, c'est clair. On ne peut pas entrer en matière dans un discours qui dit, mais il est évident que de danser cause de la pluie. Et si on ne danse pas, on sera puni, on sera tous morts parce qu'à cause de sécheresse, etc. C'est jamais correct.
Donc c'est la même chose ici. Si quelqu'un dit il y a tellement d'urgence qu'il faut maintenant arrêter de discuter et faire tout ça collectif, fermer nos écoles, fermer nos magasins, nous confiner, etc., nous faire tester, nous faire vacciner ou quoi que ce soit, porter des masques. Voilà, il faut demander, mais est-ce que c'est vrai? Quels sont les faits qui suggèrent qu'il y a cette connexion vraiment? Parce que on connaît beaucoup de cas dans l'histoire, comme ce cas mentionné dans ces époques de la pluie, où il n'y a pas de connexion, où en rétrospective, on dit c'est ridicule. Il y a encore un autre exemple qui est pire dans ce cas-là, c'est l'eugénisme. Donc, si vous allez 100 ans en arrière, ça fait quasiment consensus scientifique, pas comme maintenant où c'est uniquement une mise en scène d'un consensus scientifique dans les médias, que primo, il y a certains gens qui ont des bonnes gènes et certains gens qui ont des mauvaises gènes. Donc, ça peut être, et ça variait. Pour la droite, c'était certaines ethnies, pour la gauche, c'était plutôt certaines couches sociales, etc. Mais ça fait plus ou moins consensus l'idée qu'il y a des mauvaises et des bonnes gènes. Maintenant, les gens avec des bonnes gènes se concentrent sur leur travail, etc. Donc, ils auront peu des enfants. Les gens avec les mauvaises gènes, ils se reproduisent. Alors, c'est la fin de l'humanité civilisée, parce qu'on n'aura que des gens avec des mauvaises gènes qui se reproduisent et les gens avec les bonnes gènes seront exterminés bientôt. Donc, c'est urgent. Il faut prendre des mesures. Il faut les stériliser pour le bien public. On ne peut pas admettre que ces gens avec les mauvaises gènes se reproduisent. Et ça, on ne peut pas mettre en question maintenant, parce que la situation est urgente. Si vous attendrez jusqu'à ce que vous avez des preuves scientifiques qu'ils ont vraiment des mauvaises gènes, etc., ça va être la fin de la civilisation. C'était ça le discours il y a 100 ans en arrière. Et il y avait au nom de la science des crimes dans les pays occidentaux, aux États-Unis, aux pays scandinaves, etc. Il y avait des crimes de stérilisation forcée des gens par solidarité avec les autres. Donc, et on connaît ça. Bien sûr, tout ça était de la fausse science. Il y a des différences génétiques. Certaines différences génétiques peuvent jouer un rôle, mais pas le rôle central, mais un rôle dans l'explication de certains comportements. Donc, il y a une petite base factuelle là, bien sûr, comme avec le coronavirus. Le virus existe, il y a des infections, il y a des morts à cause du virus, mais il n'y a rien comme un danger pour l'humanité. Donc, l'eugénisme était fake science en anglais. On sait que c'était tout faux, bien que ça a fait presque consensus parmi les scientifiques. Donc, on a, dans notre propre histoire, uniquement 100 ans en arrière, on a un exemple éclatant de l'abus de la science pour des buts politiques et pour des crimes contre l'humanité. Et on va le même, disons, ce qui est un peu décevant, c'est de voir l'histoire se répéter. Donc aujourd'hui, ça ne s'appelle pas eugénisme, mais ça s'appelle vaccination par solidarité et faire participer à toutes ces mesures au nom de la science, blabla. C'est le même type de discours. Le sujet a été un peu changé et ce n'est pas aussi grave ce qu'on a fait que la stérilisation de certains gens, qui est une violation des droits de l'homme beaucoup plus grave qu'on a vu. Mais c'est uniquement pour certains gens, là, on a privé tout le monde de ses droits. Donc, c'est le même schème qui se répète, crime contre l'humanité au nom de la science et avec la participation des scientifiques. Professeur, qu'est-ce que vous croyez personnellement par rapport à l'origine de cette notion urgence, état d'urgence, qui était d'un coup partout dans les médias et qui a certainement, quelque part, impacté notre capacité à réfléchir et à dialoguer, parce que dès qu'il y a l'urgence, il y a l'angoisse, etc. Donc, ça venait d'où? C'est un trend, c'est un mouvement qui se formait sur la base de plusieurs facteurs contingents, je pense. Donc, premièrement, c'est vrai, il y a certaines personnes qui se comportent comme des fanatiques religieux dans les sciences, dans le public, etc., qui ont pensé
peut-être vraiment penser qu'il aura une pandémie qui va être dangereuse pour toute l'humanité et qui en fait une erreur de jugement en jugeant ce vague de coronavirus comme une pandémie dangereuse pour tout le monde. Normalement, ces gens sont stoppés parce qu'il y a un contrôle. Donc, il y avait la swine flu. Qu'est-ce qu'il y avait en 2009? Il y avait, comment est-ce que ça s'appelle? La vie porcinière. La grippe porcine, OK. Donc là, c'était la même chose. Et d'ailleurs, presque les mêmes acteurs. Donc Fauci aux États-Unis, Drost en Allemagne, Ferguson au Royaume-Uni, qui ont sonné l'alerte qu'il y a une pandémie, etc. Mais il y avait des gens qui ont résisté. Donc, par exemple, Pierre-Yves Maillard était dans le gouvernement cantonal du canton de Vaud à l'époque pour la santé. Et il était parmi eux qui ont dit « stop, il faut vraiment voir ce qui se passe ». Et on sait que ensuite, il y a bien sûr des intérêts des compagnies pharmaceutiques là derrière pour développer et vendre des produits, donc des intérêts purement économiques qui sèment la peur. Il y a en science, il y a ce qu'on appelle le scientisme, et c'est l'idée que la science peut, pour le dire un peu grossièrement, sauver la société, que la science ne découvre non seulement des faits, mais a aussi un statut moral. Follow the science, vivre la science. Ce slogan qui est complètement anti-scientifique parce que la science s'occupe des faits et pas des normes. Mais il y avait ce courant de scientisme qui était toujours là. Donc, c'était un nouveau objet pour ce courant de dire que maintenant, c'est à la science de dire à la société ce qu'il faut faire. Il y avait les médias qui font, disons, si on a des histoires qui disent que voilà, c'est un danger, c'est la fin du monde, ça se vante, et si vous dites que tout va bien, personne ne sera intéressé dans votre article. Il y a la politique où il y a une tendance de saisir du pouvoir. Donc, un politicien, il doit découvrir des problèmes et prétendre qu'il y a des solutions pour des problèmes pour gagner des votes parmi le peuple. Si un politicien dit que la meilleure chose que nous pouvons faire, c'est de rien faire parce que les gens savent eux-mêmes gérer leur vie, il aura des difficultés à être élu parce qu'on n'a pas besoin de lui, bien que ce soit la vérité. Donc, il y a plusieurs facteurs contingents qui, en ce moment, ont joué ensemble pour créer et pour profiter de cette panique. Autrement, moi, j'ai pensé au début, en mars 2020, que c'est une panique qui va être finie après quelques semaines. Donc, on ne peut pas, disons, il peut y avoir une panique collective, ça arrive, on le sait, mais normalement, les gens vont utiliser leur faculté de jugement, voir les dégâts et ça sera fini. Mais ici, il y avait trop des groupes différents qui ont en tiré profit, de sorte que ce régime a pu durer en Suisse pour 2 ans et ailleurs encore plus longtemps, voire même jusqu'à maintenant. Parlons un petit peu de certaines mesures qui étaient prises pour gérer la crise dont la campagne de vaccination fait partie. On a des normes en médecine qui définissent comment fonctionner. Le consentement éclairé fait partie de ce fonctionnement. Normalement, quand on donne un produit, pas encore suffisamment étudié ou encore dans une phase expérimentale, on devrait se mettre autour de la table avec la personne à qui on conseille quelque chose pour expliquer ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Maintenant, dans les centres de vaccination, c'était pas quelque chose qui a été pratiqué. C'est-à-dire, c'était un fonctionnement où on a injecté un produit en phase expérimentale sans systématiquement informer les personnes. Alors, quel est votre regard là-dessus? Mais premièrement, c'est une violation grave des standards éthiques, mais aussi des lois de notre pays. Donc, il faut votre consensus pour un traitement médical. Maintenant, si votre consensus n'était pas sollicité, si ne vous a pas informé, et vous avez des dégâts, des effets négatifs des vaccins, alors portez plainte contre les médecins ou contre les centres, des responsables des centres de vaccination. Donc, ceux qui ont appliqué ça, ils doivent respecter la loi et vous informer. Donc, prenons un autre exemple. Supposons que vous héritez 1 million de francs suisses
Vous allez à la banque et la banque vous dit investissez ça dans certaines actions. Et voilà, ces actions chutent et votre fortune est perdue. Et si la banque ne vous a pas informé des risques de l'investissement, bien sûr, vous avez le droit de porter, tout le monde accepte que vous avez le droit de porter plainte contre la banque parce qu'on ne vous a pas informé sur les risques qui sont liés à cet investissement. Et si on vous a informé et si vous avez consenté, voilà, bien sûr, vous avez su que ça peut arriver, c'était votre responsabilité. Mais si ce n'est pas le cas, la banque est responsable, quelle que soit la loi. Et la même chose ici, donc les médecins, les gérants des centres de vaccination, etc., qui ont appliqué la loi ou la recommandation de vacciner du Conseil fédéral d'une manière de vacciner en chaîne sans expliquer les risques aux personnes auxquelles ils ont appliqué ce produit médical, bien sûr, eux, ils portent la responsabilité. Et c'est le système judiciaire, la loi est claire, qui devrait traiter les cas. Donc, le simple fait que ce vaccin a été recommandé sur une base insuffisante ne justifiait pas que c'était appliqué de cette manière. Et aussi dans l'achat par le gouvernement de ces vaccins, tous les standards de notre pays étaient violés. Donc, de primo jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas les contrats que la Confédération a conclus avec ces entreprises. Beaucoup des passages sont pas rendus accessibles au public. Et ça ne va pas parce que le public finance tout ça, est forcé, coercé de financer tout ça via les impôts ou via les dettes de l'État. Donc, c'est la même chose. On doit consentir, on doit savoir si un État conclut un contrat avec une entreprise privée, bien sûr, le contrat doit être rendu public auprès de ceux qui en portent les coûts. Et c'est la même chose dans cela. Et si on va sur le plan scientifique, on sait, disons, le groupe de Pitadoshi et d'autres, c'était publié en août 2022, ils ont examiné les données des études pour des études et preuves de ces vaccins. Et on a su dès le début que appliqué à la population générale, ça risque de créer beaucoup plus de dégâts qu'avoir des effets positifs. Et on a su dès le début que le vaccin ne prévient pas la transmission du virus. Donc, on a su dès le début qu'il n'y a aucune base scientifique pour discriminer les personnes qui ont refusé la vaccination parce qu'ils ne répondent pas plus le virus que d'autres. Donc tout ce qui était fait était une propagande et on sait maintenant que la personne qui est jusqu'à ce jour encore président de la Confédération a apparemment menti devant le public. Professeur, je vous remercie beaucoup. Je pense que vous êtes très très clair dans votre manière de vous exprimer. C'était très riche, très touchant. J'espère qu'on a l'occasion peut-être une autre fois. Merci beaucoup pour ces efforts de répondre à toutes mes questions. Je vous souhaite beaucoup de succès pour Merci. l'avenir. C'est beaucoup.